Et si une simple photo de classe cachait un secret capable de bouleverser tout un village? En octobre 1933, dans une petite école de Bretagne, une jeune institutrice posa avec ses 10 élèves pour ce qui devait être un banal portrait scolaire. Mais derrière ce sourire figé, il y avait des menaces, des peurs et une disparition qui hantaient la région pendant des décennies. Car 60 ans plus tard, un témoignage inattendu allait tout changer, révélant une vérité que personne n'avait osé affronter. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire complète. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est important, parce que chaque commentaire et chaque partage permet à ces histoires fictionnelles, inspirées de faits historiques réels, de toucher plus de personnes et de rappeler que certaines leçons du passé ne doivent jamais être oubliées. Cette photo, vous la voyez? Une jeune femme souriante entourée de 10 enfants aux pieds nus. Derrière eux, un tableau noir avec ces mots écrits à la craie « L'avenir est à vous ». Si vous restez jusqu'à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi Claire Delaunay sourit sur cette photo, alors qu'elle savait qu'elle avait moins de 3 heures à vivre. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Cette histoire commence par une disparition qui a hanté un village breton pendant 60 ans, mais elle se termine par une révélation qui va vous bouleverser. 22 octobre 1933. Loudéac, Bretagne. Le photographe de l'inspection académique ajuste son appareil une dernière fois. Claire Delaunay, 22 ans, tient le livre de lecture contre sa poitrine. Dans la poche de son tablier, elle serre discrètement le papier froissé qu'elle a trouvé ce matin sous sa porte. Cessez d'enseigner, ou vous disparaîtrez. Ses doigts tremblent légèrement, mais son sourire reste ferme. Elle sait que dans quelques secondes, l'obturateur va capturer bien plus qu'une simple photo scolaire. Ce sera peut-être la dernière trace d'elle dans ce monde. Mais comment une fille de pêcheur de Saint-Brieuc s'est-elle retrouvée au centre de cette tempête? Pour comprendre, il faut remonter 6 mois plus tôt, quand Claire est arrivée dans ce village avec ses grandes idées et sa valise pleine d'espoir. Les registres de l'école normale de Rennes indiquent qu'elle a obtenu son diplôme avec une note de 16 sur 20. Brillante, certes, mais pas exceptionnelle. Ce qui la distinguait, selon ses professeurs, c'était cette flamme dans les yeux quand elle parlait d'éducation populaire. Le petit Pierre Morvan, 8 ans, se tient à sa gauche sur la photo. Vous voyez comme il regarde l'objectif avec cette intensité étrange? Pierre bégayait tellement que les autres enfants l'appelaient Pierre-Pierre. Quand Claire est arrivée, il ne savait même pas tenir un crayon correctement. Son père, forgeron du village, avait décidé que son fils n'avait pas besoin de savoir lire. Les mains, disait-il, voilà ce qui compte pour un homme. Mais Claire avait vu autre chose en Pierre. Elle avait vu un enfant qui murmurait des histoires aux chevaux de son père, un petit garçon qui dessinait des lettres imaginaires dans la poussière, avec un bâton. À droite de Claire, c'est Marguerite Lebrun, 7 ans. Cette petite aux cheveux emmêlés qui sourit timidement, elle sera celle qui, 54 ans plus tard, racontera à Radio France ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, Marguerite est juste une enfant qui a pleuré toute une matinée quand mademoiselle Delaunay a perdu patience et crié en classe. C'était 3 semaines avant la photo, un jeudi matin où rien n'allait comme prévu. Les archives départementales des Côtes-d'Armor conservent encore le contrat de Claire, 800 francs par mois, pour enseigner à des enfants dont la plupart préféraient les chants à l'école. Un salaire de misère pour une mission impossible, disaient les anciens du village. Le curé, Père Guillemot, ne se gênait pas pour rappeler en chair que l'école laïque était une invention du diable. Que cette petite Parisienne prétentieuse, comme l'avait appelée le maire sur la place du marché, ferait mieux de retourner d'où elle venait. Mais Claire n'était pas parisienne. Elle venait de Saint-Brieuc, où son père réparait des filets de pêche et sa mère vendait des coques sur le port. Elle connaissait la pauvreté, la vraie, celle qui vous fait manger de la soupe de pain 3 soirs par semaine. C'est pour ça qu'elle n'avait pas ri quand le petit Louis était arrivé en classe avec des chaussures trouées en plein hiver. C'est pour ça qu'elle comprenait quand les enfants s'endormaient sur leur banc après avoir aidé au chant depuis l'aube. Le photographe demande aux enfants de ne pas bouger,
Claire sent la main de Pierre qui cherche la sienne, hors du cadre. Elle la serre doucement. Dans quelques heures, elle devra prendre une décision qui changera tout. Rester et risquer sa vie, ou partir et abandonner ses enfants à leur sort. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que sa décision est déjà prise. Elle l'a prise le jour où Pierre a réussi à lire son premier mot complet. Liberté. Il avait mis 3 mois pour y arriver, mais quand il y était parvenu, ses yeux s'étaient illuminés comme si on venait de lui ouvrir une porte sur l'univers. L'obturateur claque. La photo est prise. Dans 7 jours exactement, Claire Delaunay disparaîtra. Mais pour comprendre pourquoi elle sourit malgré la menace de mort dans sa poche, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé durant ces 6 mois où elle a transformé ce petit village breton. Car Claire n'était pas qu'une institutrice. Elle était, sans le savoir, en train de préparer une génération entière à la résistance. Avril 1933, 6 mois avant la photo. Claire Delaunay descend du car postal avec sa valise usée. Première impression du village. L'odeur du fumier et le regard méfiant des femmes sur le pas de leur porte. La nouvelle institutrice. Celle qui vient remplacer le vieux monsieur Bertrand, parti à la retraite après 40 ans de service. Dans le café de la place, les hommes cessent de parler quand elle passe. Trop jeune, murmure-t-il. Trop jolie pour être sérieuse. Et puis, une femme qui enseigne. Où va-t-on? Claire trouve la petite école au bout de la rue principale. Une seule salle de classe pour 10 élèves d'âge différents. Le tableau noir est fendu en son milieu. Les bancs grincent. Il y a une odeur de moisi qui lui prend à la gorge. Sur le bureau, quelqu'un a laissé une Bible ouverte. Un message du curé, comprend-elle immédiatement. Elle la referme doucement et la pose sur l'étagère. Puis elle sort de sa valise le livre de lecture qu'elle a acheté avec ses dernières économies. Un livre neuf dans cette école où tout semble avoir 100 ans. Le lendemain, premier jour de classe, après les vacances de Pâques. 4 enfants seulement se présentent. Les autres sont au champ pour les semailles de printemps. Claire ravale sa déception. Elle commence par demander à chacun de dire son nom et ce qu'il aime. Pierre Morvan bégaye tellement qu'il n'arrive pas à finir sa phrase. Les autres enfants ricanent. Claire sent la colère monter. Pas contre Pierre, contre cette cruauté enfantine qui n'est que le reflet de celle des adultes. Elle s'approche du petit garçon, s'agenouille à sa hauteur. « Prends ton temps, Pierre. Les mots sont comme les oiseaux. Si tu veux les attraper, il faut être patient. » Cette phrase, Pierre Morvan l'écrira dans ses mémoires 62 ans plus tard. L'institutrice qui nous a appris à lire, publiée en 1995, raconte comment une jeune femme de 22 ans a changé le destin de 10 enfants bretons. Mais ce matin d'avril 1933, Pierre ne sait pas encore qu'il deviendra écrivain. Il sait juste que pour la première fois, un adulte ne se moque pas de son bégaiement. Les semaines passent. Claire découvre la réalité de l'enseignement rural. Le père de Louis qui débarque ivre un matin, hurlant que les lettres ne remplissent pas le ventre. Il tire son fils par l'oreille hors de la classe. Claire tente de s'interposer. L'homme la pousse violemment contre le mur. « Si vous touchez encore à mon fils, vous le regretterez. » Le soir même, elle écrit une lettre à sa mère. Une lettre qu'elle n'enverra jamais. « Maman, j'ai peur. Je ne sais pas si j'ai la force de continuer. Ces enfants ont besoin de moi, mais je me sens si seule. » Un jour de mai particulièrement difficile, Claire craque. Les enfants n'écoutent pas. Pierre n'arrive toujours pas à lire. Marguerite pleure parce qu'elle a faim. Louis n'est pas revenu depuis l'incident avec son père. Claire hurle. Un cri de rage et de désespoir qui fait sursauter toute la classe. Marguerite éclate en sanglots. Claire réalise ce qu'elle vient de faire. Elle s'effondre sur sa chaise, la tête dans les mains. C'est le moment où elle faillit tout abandonner. Mais le lendemain matin, elle trouve sur le pas de sa porte un bol de soupe encore tiède. Pas de nom, pas de mots. Juste ce geste. Elle apprendra plus tard que c'était Marie-Jeanne, la veuve du boulanger, qui avait perdu son fils unique à la guerre. Une femme qui n'avait jamais appris à lire mais qui comprenait la valeur de l'éducation. Ce bol de soupe anonyme devient un rituel. Chaque matin où Claire semble plus fatiguée, plus découragée, la soupe est là. Juin arrive avec ses longues journées.
Claire découvre que certains parents commencent à la soutenir discrètement. Le vieux facteur, Yves Le Goff, prend sa défense au café. « Cette petite fait du bon travail, dit-il à qui veut l'entendre. Mon neveu de Rennes m'a dit que les institutrices comme elle, c'est l'avenir. » Le curé fulmine en chair contre l'école sans Dieu. Mais de plus en plus d'enfants viennent en classe. C'est aussi en juin que Claire fait une découverte qui va tout changer. Dans le grenier de l'école, elle trouve de vieux manuels de chant. Elle commence à enseigner aux enfants des chansons, des comptines innocentes en apparence. Mais dans ces chansons, elle glisse des messages, des codes, une méthode pour mémoriser l'alphabet, les nombres, mais aussi des idées. Liberté, égalité, fraternité deviennent les 3 notes d'une mélodie que les enfants fredonnent en rentrant chez eux. Le journal de l'Oudéac, du 15 juin 1933, mentionne dans un entrefilet le succès du petit spectacle de fin d'année de l'école communale. Les enfants ont chanté devant leurs parents ébahis. Même le maire, qui avait traité Claire de petite parisienne prétentieuse, applaudit. Ce que le journal ne dit pas, c'est que ce soir-là, pour la première fois, Pierre Morvan a chanté sans bégayer. Sa voix claire s'est élevée dans la salle des fêtes et sa mère a pleuré de joie. Juillet. Les grandes vacances approchent. Claire sait qu'elle perd ses élèves pour 2 mois. Ils vont travailler aux moissons. Mais elle leur donne un devoir secret. Enseigner une lettre à quelqu'un qui ne sait pas lire. Juste une lettre. Les enfants prennent cette mission très au sérieux. Marguerite apprend le M de maman à sa mère. Pierre enseigne le L de liberté à sa petite sœur. C'est fin juillet que les premiers avertissements arrivent. Des regards hostiles qui se font plus insistants. Le forgeron qui crache par terre quand elle passe. Les commérages qui enflent. On dit qu'elle reçoit des journaux de Paris. Qu'elle lit des livres interdits. Qu'elle enseigne des idées dangereuses. Le curé intensifie ses sermons contre l'école laïque. L'institutrice est un poison pour nos enfants, tonne-t-il. Elle corrompt leurs âmes innocentes. Août 1933. Claire passe l'été seule dans son petit logement au-dessus de l'école. Elle prépare ses cours pour la rentrée. Elle perfectionne son système de chansons codées. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train d'inventer, sans le vouloir, une méthode qui sera utilisée 10 ans plus tard par la résistance pour transmettre des messages. Les mots-clés cachés dans des comptines enfantines. Un système si simple et si efficace que même la Gestapo ne le percera jamais. La rentrée de septembre apporte une surprise. Tous les enfants reviennent. Même Louis dont le père a cédé devant l'insistance de son fils. Et il y a un nouvel élève. Un garçon étrange qui se tient toujours près de la fenêtre. Claire met du temps à comprendre. C'est le fils du curé. Il n'entre jamais dans la classe, mais il écoute depuis dehors. Elle fait semblant de ne pas le voir, mais elle parle plus fort pour qu'il entende. Début octobre, l'atmosphère change brutalement. Les menaces se font plus précises. Le premier billet apparaît sous sa porte, puis un deuxième, puis un troisième. L'école laïque est une offense à Dieu. Cessez ou payez-en le prix. Claire les garde tous. Elle sait que l'étau se resserre, mais elle continue. Parce que maintenant, Pierre lit presque couramment. Parce que Marguerite a appris à écrire son nom et celui de sa mère. Parce que ces petites victoires valent tous les dangers du monde. 15 octobre 1933, une semaine avant la photo. Claire se réveille avec un pressentiment. Quelque chose a changé dans le village. Les femmes détournent le regard quand elles passent. Le boulanger lui tend son pain sans un mot. Même Marie-Jeanne n'a pas laissé de soupe ce matin. Au café, les conversations s'arrêtent net à son approche. Elle comprend qu'une décision a été prise. Contre elle. Ce matin-là, dans la classe, les enfants sont nerveux. Ils sentent la tension. Comme les animaux sentent l'orage. Pierre bégaye plus que d'habitude. Marguerite ne quitte pas Claire des yeux. C'est alors que Louis lâche la bombe. « Mademoiselle, mon père dit que vous allez partir, que des hommes vont venir vous chercher. » Silence glacial dans la classe. Claire sent son cœur s'emballer, mais elle garde son calme. « Ton père se trompe, Louis. Je ne partirai pas tant que vous aurez besoin de moi. » Mais le soir même, en rentrant chez elle, Claire trouve sa porte entr'ouverte. Quelqu'un est entré. Rien n'a été volé, mais tout a été déplacé. Ses livres sont éparpillés. Ses lettres ont été lues.
Et sur son oreiller, un nouveau message, plus menaçant. Dernière chance. Partez ou disparaissez pour de bon. Elle s'assoit sur son lit, tremblante. Pour la première fois, elle envisage sérieusement de fuir. C'est cette nuit-là qu'elle prend sa décision la plus courageuse et la plus dangereuse. Elle va rester, mais elle va préparer les enfants à son départ. Pas en les abandonnant, en leur donnant les outils pour continuer sans elle. Elle passe la nuit à écrire. Des instructions codées dans des chansons, des messages cachés dans des histoires, un manuel de résistance déguisé en livre de contes. Le 16 octobre, elle commence à enseigner différemment. Chaque leçon contient maintenant 2 niveaux. Le niveau apparent, l'alphabet et les nombres. Et le niveau caché, comment reconnaître le danger, comment transmettre un message secret, comment protéger un ami. Les enfants ne comprennent pas tout, mais ils sentent l'urgence. Ils absorbent chaque mot comme si leur vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Pierre fait des progrès fulgurants. En 1 semaine, il passe de la lecture hésitante à la lecture fluide, comme si le danger avait débloqué quelque chose en lui. Il lit maintenant avec une passion dévorante, tout ce qui lui tombe sous la main. Les vieux journaux, les étiquettes des boîtes de conserve, même les inscriptions sur les tombes du cimetière. Sa mère n'en revient pas. « Mon fils lit », répète-t-elle à qui veut l'entendre. « Mon Pierre lit ». 18 octobre. L'inspection académique annonce sa visite pour le 22. Une photo officielle sera prise pour montrer les progrès de l'éducation rurale. Claire comprend le piège. Si elle refuse, elle avoue sa peur. Si elle accepte, elle offre une cible parfaite à ses ennemis. Elle choisit d'accepter, mais elle prépare les enfants. Si quelque chose m'arrive après la photo, vous continuez. Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai appris. Promettez-le-moi. C'est Marguerite qui pose la question que tous ont en tête. Pourquoi ils vous veulent du mal, mademoiselle? Claire hésite. Comment expliquer à des enfants que certains adultes ont peur du savoir, que l'ignorance est parfois vue comme une protection? Elle choisit ses mots avec soin. Parfois, les gens ont peur du changement. Ils préfèrent que les choses restent comme elles ont toujours été. Mais vous, vous êtes le changement. Vous êtes l'avenir. 20 octobre, 2 jours avant la photo, Claire reçoit une visite inattendue. Le curé Guillemot. Il entre dans la classe après le départ des enfants. Ils se regardent en silence. Puis il parle d'une voix basse. « Partez cette nuit. C'est votre dernière chance. » Claire le regarde droit dans les yeux. « Et mes élèves ?» Le curé baisse la tête. « Ils survivront, comme ils ont toujours survécu. »« Sans espoir ?» demande Claire. Le curé ne répond pas. Il sort, laissant derrière lui une odeur d'encens et de regret. Cette nuit-là, Claire fait ses bagages, puis elle les défait, puis elle les refait. À l'aube, elle a pris sa décision. Elle va rester pour la photo. Une dernière journée avec ses élèves. Un dernier cadeau. Après, elle verra. Peut-être partira-t-elle. Peut-être pas. Mais elle veut que cette photo existe. Une preuve qu'ils ont existé ensemble. Que pendant 6 mois, dans ce petit village breton, 10 enfants ont appris que le monde était plus grand que leur champ. 21 octobre. Veille de la photo. Claire donne sa leçon la plus importante. Elle leur apprend une nouvelle chanson. Une mélodie simple avec des paroles innocentes sur les saisons. Mais dans cette chanson, il y a un code. Un message qui ne sera compris que des années plus tard. Les initiales de chaque vers forment une phrase. Résister. Toujours à l'ignorance. Les enfants apprennent la chanson par cœur. Ils la chanteront le lendemain, juste avant la photo. Le soir, Claire trouve un dernier billet sous sa porte, différent des autres. L'écriture est tremblante. Ne venez pas demain. Danger. Pas de signature, mais elle reconnaît l'écriture. C'est celle du fils du curé, celui qui écoute sous la fenêtre. Il a pris un risque énorme pour la prévenir. Elle froisse le papier. Elle ira quand même. Parce que si elle ne vient pas, qui expliquera aux enfants? Qui leur dira qu'ils n'ont pas été abandonnés? Cette nuit-là, Claire ne dort pas. Elle écrit des lettres. Une pour chaque enfant.
des lettres qu'elle cache dans leur pupitre, à ouvrir seulement si je ne reviens pas. Dans celle de Pierre, elle écrit « Continue à lire. Les mots sont des armes plus puissantes que les épées. » Dans celle de Marguerite, « N'oublie jamais que tu es intelligente et forte. » Dans celle de Louis, « Ton courage m'a inspiré chaque jour. » À l'aube du 22 octobre, Claire se lève, s'habille avec soin. Sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Elle épingle le billet de menace dans sa poche, un rappel du danger, mais aussi une preuve. Si quelque chose arrive, on saura pourquoi. Elle regarde son petit logement une dernière fois. Sur la table, elle laisse une lettre pour ses parents. Dedans, elle a glissé la photo de ses élèves qu'elle a prise elle-même la semaine précédente. Au dos, elle a écrit « Il valait le sacrifice ». En arrivant à l'école, elle trouve tous les enfants déjà là, habillés de leurs plus beaux habits. Même Louis a des chaussures presque neuves. Sa mère les a empruntées aux voisins. Pierre tient un bouquet de fleurs des champs. Pour vous, mademoiselle. Pour la photo. Marguerite a tressé ses cheveux. Pour la première fois, Claire sent les larmes lui monter aux yeux. Mais elle sourit, parce que ses enfants méritent de voir leur maîtresse sourire sur leur photo de classe. Le photographe arrive à 10 heures précises. Un homme de Rennes, envoyé par l'inspection. Il installe son matériel dans la cour. Les enfants sont excités. La plupart n'ont jamais été photographiés. Claire les dispose avec soin. Les plus grands derrière, les plus petits devant. Elle se place au centre, le livre de lecture contre sa poitrine. Le livre qu'elle a acheté avec ses dernières économies. Le symbole de tout ce qu'elle a essayé de leur transmettre. Juste avant que le photographe ne prenne la photo, Marguerite se penche vers Claire et murmure « On vous aime, mademoiselle ». Claire sent la petite main de Pierre chercher la sienne. Elle la serre fort. Dans sa poche, le papier de menace semble peser une tonne. Mais sur son visage, il y a ce sourire. Ce sourire qui dit « J'ai fait ce que j'avais à faire ». Ces enfants savent lire. Ils savent penser. Ils savent résister. Mon travail est accompli. Le photographe ajuste une dernière fois son appareil. Claire sent le soleil d'automne sur son visage. 10h15, le 22 octobre 1933. Dans quelques secondes, l'obturateur va figer ce moment pour l'éternité. Les enfants retiennent leur souffle. Claire pense à tout ce qui l'a menée ici. La fille de pêcheur de Saint-Brieuc qui voulait changer le monde. Elle n'a peut-être pas changé le monde, mais elle a changé la vie de 10 enfants. N'est-ce pas suffisant? Souriez, dit le photographe. Mais Claire sourit déjà. Un sourire vrai, profond, qui vient du cœur. Parce qu'à cet instant précis, elle réalise quelque chose d'extraordinaire. Les menaces, la peur, l'hostilité, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est ce moment. Ses enfants autour d'elle. Pierre qui ne bégaye plus quand il lit. Marguerite qui sait maintenant écrire des lettres à sa grand-mère. Louis qui a tenu tête à son père pour continuer l'école. L'obturateur claque. La photo est prise. Les enfants applaudissent. Le photographe range son matériel. Il ne sait pas qu'il vient de capturer l'une des images les plus poignantes de l'histoire de l'éducation française. Une image qui sera retrouvée des années plus tard dans les archives départementales et qui fera pleurer ceux qui connaîtront l'histoire derrière le sourire. Après le départ du photographe, Claire fait quelque chose d'inattendu. Elle demande aux enfants de s'asseoir en cercle dans la cour. Puis elle leur raconte une histoire. L'histoire d'une petite fille qui avait peur du noir. Mais dans cette histoire, il y a des messages cachés, des instructions. Si je dois partir, voici ce que vous devez faire. Continuez à vous réunir. Continuez à apprendre. Le plus grand t'enseigne au plus petit. Pierre, tu seras le professeur. Marguerite, tu garderas les livres. Louis, tu protégeras les autres. Les enfants écoutent avec une attention qu'ils n'ont jamais eue. Ils comprennent que ce n'est pas vraiment une histoire. C'est un testament. Claire leur transmet non seulement le savoir, mais la responsabilité de le perpétuer. Elle transforme ses élèves en gardiens de la connaissance, en résistants avant l'heure. Midi sonne au clocher de l'église. Claire renvoie les enfants déjeuner chez eux. Mais ils ne veulent pas partir. Ils sentent que quelque chose va se passer.
Pierre reste le dernier. « Mademoiselle, vous allez revenir cet après-midi » Claire hésite. Une partie d'elle veut le rassurer. L'autre partie refuse de mentir. Elle choisit une vérité partielle. « Je serai toujours avec vous, Pierre. Dans chaque livre que vous lirez, dans chaque mot que vous écrirez. » L'après-midi, Claire retourne à l'école. Elle range méticuleusement la classe. Chaque livre à sa place. Le tableau noir essuyé avec soin. Mais elle laisse une chose. Au tableau, écrite à la craie, la phrase « L'avenir est à vous ». Les mêmes mots que sur la photo. Un message pour ceux qui viendront après. Pour que les enfants sachent qu'elle n'est pas partie par abandon, mais par sacrifice. 15 heures. Les enfants reviennent pour l'après-midi. Mais il y a quelque chose de différent. Des adultes rôdent autour de l'école. Des visages qu'elle reconnaît. Les hommes du café, le forgeron, même quelques femmes. Ils ne font rien. Ils regardent juste. Mais leur présence est une menace silencieuse. Claire comprend. C'est maintenant, ils vont agir. Elle fait entrer les enfants rapidement. Verrouille la porte. Les enfants sont terrifiés. « Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle ?» Claire reste calme. « Nous allons faire une leçon spéciale aujourd'hui. Une leçon sur le courage. » Elle leur fait répéter la chanson qu'ils ont apprise la veille. Celle avec le message caché. Résister, toujours à l'ignorance. Les voix enfantines s'élèvent, claires et pures, à travers les fenêtres fermées. Dehors, la foule grossit. Claire entend des voix en colère, des accusations. Sorcière, corrompue, danger pour nos enfants. Elle continue sa leçon comme si de rien n'était. Mais elle glisse dans ses explications des choses importantes. Comment reconnaître un ami d'un ennemi? Comment garder un secret? Comment protéger ceux qu'on aime? Les enfants absorbent tout, comprenant instinctivement l'urgence. Soudain, des coups violents sur la porte. « Ouvrez !» C'est la voix du maire. « Ouvrez immédiatement !» Claire regarde ses élèves. Leurs yeux sont remplis de terreur. Elle s'approche d'eux, s'agenouille. « Écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, vous n'oubliez pas. Tout ce que je vous ai enseigné, vous le gardez ici. » Elle touche sa tempe. Et ici, elle touche son cœur. Vous êtes mes héros. Tous. Elle se lève, lisse sa robe et va ouvrir la porte. Le maire entre, suivi de plusieurs hommes. Mademoiselle Delaunay, par décision du conseil municipal, vous êtes relevée de vos fonctions. Immédiatement. Claire ne proteste pas. Elle savait que ce moment viendrait. Elle retourne calmement à son bureau, prend ses affaires personnelles, laisse les livres. Ils appartiennent aux enfants maintenant. En passant devant Pierre, elle lui glisse discrètement quelque chose dans la main. Il serre le poing sans regarder. Plus tard, il découvrira que c'est une photo. Pas celle prise le matin même, mais une autre, prise la semaine précédente. Au dos, elle a écrit « Pour Pierre qui m'a appris que les mots peuvent vaincre le silence. Continue à lire. Continue à écrire. Un jour, raconte notre histoire. » Le maire et ses hommes escortent Claire hors de l'école. Les enfants regardent par la fenêtre, impuissants. Marguerite pleure silencieusement. Louis serre les poings de rage. Mais Pierre fait quelque chose d'extraordinaire. Il commence à lire à haute voix. Le livre que Claire tenait sur la photo. Sa voix, claire et forte, sans aucun bégaiement, remplit la salle de classe. Les autres enfants l'écoutent, hypnotisés. C'est leur acte de résistance. Leur façon de dire « Vous pouvez chasser notre maîtresse, mais vous ne pouvez pas chasser ce qu'elle nous a donné. » Claire est emmenée à la mairie. Le maire lui donne 1 heure pour quitter le village. « Si vous revenez, nous ne pourrons pas garantir votre sécurité. » Claire acquiesce. Elle sait qu'elle ne reviendra pas. Du moins, pas comme Claire Delaunay, institutrice. Mais peut-être reviendra-t-elle autrement. Dans les mots que Pierre écrira. Dans les lettres que Marguerite enverra. Dans le courage que Louis montrera. En remontant chercher ses affaires dans son logement, Claire trouve quelqu'un qui l'attend. Le curé Guillemot. Il tient une petite valise. « Prenez ceci, de l'argent. Assez pour aller loin. » Claire le regarde, surprise. « Pourquoi ?» Le curé baisse les yeux. « Parce que mon fils n'a jamais été aussi heureux que quand il écoutait vos leçons sous la fenêtre. »
Parce que vous avez fait ce que je n'ai jamais osé faire. Vous avez donné de l'espoir. Il lui tend aussi une enveloppe. Une adresse à Toulouse. Des gens qui pourront vous aider, des gens qui pensent comme vous, que l'éducation est une forme de résistance. Claire prend l'enveloppe. Elle comprend. Son combat ici est terminé, mais il continue ailleurs. Elle n'est pas vaincue. Elle est juste déplacée sur un autre front de cette guerre silencieuse pour la connaissance et la liberté. 17 heures, le 22 octobre 1933. Claire Delaunay monte dans le car postal qui l'éloigne de l'Oudéac. Elle ne se retourne pas. Dans sa valise, l'enveloppe du curé et 300 francs. Dans son cœur, le visage de 10 enfants qu'elle n'oubliera jamais. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son départ n'est pas une fin. C'est le début d'une légende qui traversera les décennies. Le lendemain matin, les enfants trouvent l'école fermée, officiellement, en attendant un nouvel instituteur. Mais Pierre a gardé une clé. Celle que Claire lui a glissée en même temps que la photo. Ils entrent en secret. Sur chaque pupitre, ils découvrent les lettres que Claire a cachées. Marguerite lit la sienne en pleurant. « Tu as une lumière en toi que personne ne pourra éteindre. Brille, ma petite étoile. » Louis serre la sienne contre son cœur. « Ton courage m'a donné du courage. Continue à te battre pour ce qui est juste. » Pierre prend une décision. Ils vont continuer. Tous les soirs, après le travail au champ, ils se retrouvent dans l'école abandonnée. Pierre enseigne aux plus jeunes ce que Claire lui a appris. Marguerite garde précieusement les livres. Louis monte la garde. Il perpétue l'école secrète pendant des mois. Le cahier d'appel de l'école, retrouvé des années plus tard, montre des annotations mystérieuses après octobre 1933. Des initiales, des dates, des progrès notés d'une écriture d'enfant. Décembre 1933. Un nouvel instituteur arrive enfin. Un homme âgé et sévère qui enseigne à l'ancienne, mais il trouve des élèves transformés, qui savent déjà lire, écrire, compter, qui posent des questions qu'aucun enfant de paysan ne devrait poser. « D'où tenez-vous ces idées ?» demande-t-il. Les enfants se regardent et se taisent. Ils ont appris la première leçon de la résistance. Le silence protège. Les années passent. 1934, 1935, 1936. Les enfants grandissent. Pierre ne bégaye plus du tout. Il devient le meilleur élève du canton. À 14 ans, il obtient une bourse pour continuer ses études à Rennes. Sa mère pleure de fierté. Mon fils va au lycée. Mon Pierre va devenir quelqu'un. Dans sa valise, il emporte la photo que Claire lui a donnée. Son talisman. Son rappel qu'un jour il racontera cette histoire. Marguerite, elle, devient la première fille du village à aller à l'école secondaire. Ses parents s'opposent d'abord. Une fille n'a pas besoin d'études. Mais Marguerite leur lit la lettre de Claire. Elle leur parle de lumière et d'étoiles. Son père, bourru paysan qui n'a jamais ouvert un livre, fond en larmes. Si cette dame dit que tu as de la lumière, alors va briller. Louis reste au village. Il reprend la forge de son père. Mais c'est une forge différente. Sur le mur, il accroche une ardoise. Pour les enfants qui attendent pendant que leurs parents font ferrer les chevaux, il enseigne les lettres, gratuitement, en secret. Il devient le passeur de savoir du village. Celui qui perpétue l'œuvre de Claire sans jamais prononcer son nom. 1. La France tombe. L'occupation commence. Pierre est à Paris, étudiant en lettres à la Sorbonne. Un jour, dans une librairie clandestine du quartier latin, il entend une voix familière. Une femme discute avec passion de la nécessité de continuer l'éducation malgré l'occupation. Il se retourne. C'est elle. Plus âgée, les cheveux plus courts, mais c'est Claire. Leurs regards se croisent. Elle le reconnaît. Pierre, le petit Pierre qui bégayait, ils sortent ensemble de la librairie. Dans un café discret, ils parlent. Claire ne s'appelle plus Claire. Elle a un autre nom maintenant. Elle travaille avec un réseau. Pas ce que vous pensez, dit-elle. Je ne fais pas sauter des ponts. Je fais ce que j'ai toujours fait, j'enseigne. Mais maintenant, j'enseigne la résistance, les codes, les messages, les moyens de communication secrets. Vous vous souvenez des chansons? C'était le début. Pierre lui raconte ce qui s'est passé après son départ. L'école secrète, les progrès de chacun. Elle pleure.
Pour la première fois depuis son départ de l'Oudéac, elle pleure. « Je pensais avoir échoué. Je pensais vous avoir abandonné. » Pierre secoue la tête. « Vous nous avez donné les outils. Nous avons construit avec. » 1. Toulouse. C'est là que Marguerite et Louis, devenus résistants, croient apercevoir Claire lors d'une réunion clandestine. Ils n'osent pas l'approcher. La sécurité avant tout. Mais ils la voient distribuer des tracts, former des jeunes, enseigner toujours. Le rapport de police qui mentionne une C. Delaunay n'est qu'une trace parmi d'autres de son passage. Un fantôme qui enseigne la liberté. 2. La libération. Pierre publie son premier article dans un journal résistant. Il raconte l'histoire d'une institutrice bretonne qui a disparu en 1933, sans la nommer, par protection. Mais ceux qui savent, savent. L'article fait le tour de la Bretagne. Des dizaines de témoignages arrivent. D'autres villages où des institutrices sont disparues. D'autres Claire Delaunay. Toute une génération sacrifiée sur l'autel de l'ignorance. 3. La guerre est finie. Pierre retourne à l'Oudéac. Il trouve le village transformé. Le vieux curé est mort. Son fils est devenu instituteur. Dans l'école, sur le tableau noir, quelqu'un a écrit à la craie « L'avenir est à vous ». Les mêmes mots que 12 ans plus tôt. Pierre sourit. Le message continue. Il cherche Claire partout. Dans les registres de la résistance, dans les archives de l'éducation nationale. Des traces, des rumeurs, des peut-être. Une femme qui lui ressemble enseigne dans un camp de réfugiés espagnols. Une autre forme des instituteurs en Algérie. Une troisième crée des écoles clandestines pour les enfants juifs cachés. Est-ce elles? Sont-elles toutes elles? Le mystère reste entier. 1. Marguerite Lebrun, 67 ans, grand-mère de 6 petits-enfants, tous diplômés, donne une interview à Radio France. Elle raconte enfin l'histoire complète. Claire Delaunay, l'institutrice qui a changé leur vie. L'émission fait sensation. Des milliers d'auditeurs écrivent. Des histoires similaires émergent de toute la France. Claire n'était pas seule. Elle faisait partie d'une armée invisible d'enseignantes qui ont résisté par l'éducation. 2. Pierre Morvan publie ses mémoires. L'institutrice qui nous a appris à lire devient un best-seller. Dans le livre, il révèle un secret. Le jour de la photo, Claire leur a enseigné un code dans une chanson. Résister, toujours à l'ignorance. Mais il y avait un deuxième niveau au code. Les notes de la mélodie, quand on les transpose en lettres, forment un message. Je reviendrai. Pierre a mis 60 ans à le déchiffrer. 3. Le musée de la Résistance de Toulouse fait une découverte. Dans des archives nouvellement déclassifiées, une photo de groupe de résistants prise en 1943. Au 3e rang, une femme. Le visage est partiellement caché, mais la ressemblance est troublante. L'analyse faciale par ordinateur donne une probabilité de 87%. C'est elle. Claire Delaunay a survécu. Elle a continué à enseigner, à résister. Aujourd'hui, à l'Oudéac, il y a une école primaire, Claire Delaunay. Sur le mur d'entrée, la photo de 1933 est agrandie. Dessous, une plaque. À Claire Delaunay et à toutes les institutrices qui ont disparu pour que l'avenir appartienne aux enfants. Chaque année, le 22 octobre, les élèves chantent une vieille chanson bretonne. Une chanson sur les saisons. Mais ceux qui savent entendent le message caché. Résister toujours à l'ignorance. Dans la dernière salle au fond, celle qui était la classe unique en 1933, le tableau noir original est conservé. Dessus, jamais effacé, les mots « L'avenir est à vous ». Les visiteurs demandent souvent pourquoi on ne les efface pas. Le directeur actuel, arrière-petit-fils de Louis, répond toujours la même chose. Parce que le message n'est pas terminé. Parce que chaque génération doit continuer à résister à l'ignorance. Parce que Claire Delaunay, où qu'elle soit, continue à enseigner. La vraie leçon de cette histoire? Une personne peut disparaître, mais pas ce qu'elle a semé. Claire Delaunay n'a enseigné que 6 mois à l'Oudéac. Mais ces 6 mois ont changé des vies, qui ont changé d'autres vies, qui continuent à changer des vies. L'éducation est l'acte de résistance ultime. Le savoir est la seule révolution qui ne peut pas être réprimée.
Et quelque part, peut-être, une vieille dame de 112 ans sourit en sachant que ses enfants ont compris le message. L'avenir était vraiment à eux. Ils l'ont pris. Cette histoire fictionnelle, inspirée de faits historiques, nous rappelle qu'une seule personne peut transformer bien plus que des vies individuelles. Elle peut semer une lumière qui traverse les générations. L'enseignement, la solidarité et le courage de Claire Delaunay nous disent que la véritable résistance n'est pas dans la force, mais dans la transmission du savoir et de l'espoir. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place face à la peur et aux menaces? Avez-vous déjà rencontré une personne qui a changé votre vie par ses mots, son enseignement ou son exemple? Pensez-vous que l'éducation reste aujourd'hui une forme de résistance face à l'ignorance? Écrivez le mot « résistance » dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents qui pourrait inspirer de nouvelles histoires pour ce canal. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de commenter, et cliquez sur la carte finale pour découvrir la prochaine histoire.